Bonjour tout le monde. Dans ce cours, on va voir la deuxième partie du métabolisme des composés azotés. Je vous rappelle un peu ce qu'on a vu dans le cours précédent en ce qui concerne donc le métabolisme des composés azotés. On avait parlé un peu des protéines, de leur importance. Je vous avais rappelé un peu leur structure, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, avec leurs fonctions. On a parlé aussi du cycle de l'azote. On a vu comment ils étaient digérés et absorbés au niveau de l'intestin. On a parlé aussi du bilan azoté. Dans la partie du métabolisme, on a parlé des réactions de transamination, de désamination et de désamidation. Et rappelez-vous, on avait parlé que le but final de ce métabolisme, c'était de supprimer l'ammoniac qui était toxique pour l'organisme et qui était le résultat de toutes ces réactions de transamination et de désamination. Ensuite, on a parlé de la notion de qualité des acides aminés essentiels que l'homme ne pouvait pas synthétiser et que ces acides aminés devaient absolument provenir de l'alimentation. Et on avait terminé notre cours avec la destinée des acides aminés. Donc aujourd'hui, je vous propose de continuer donc le cours. On va voir le cycle de l'urée et on va parler un peu des autres composés azotés. La créatine, le glutathion, les hormones peptidiques, le monoxyde d'azote, les acides nucléiques et l'hème. Et on va rappeler aussi dans une autre partie la biosynthèse des protéines. Et dans cette partie, je vais insister surtout sur la maturation des protéines en prenant pour exemple les glycoprotéines. Voilà, donc on va commencer sans tarder par le cycle de l'urée. Sur cette diapositive, on voit que tous les acides aminés, on a vu grâce aux transaminases et désaminases, vont devenir des acides alpha-cétoniques, et que le récepteur de la fonction aminée de tous ces acides aminés était l'alpha-cétoglutarate, ou l'acide alpha-cétoglutarique, qui va devenir, en prenant donc en charge cette partie aminée des acides aminés, devenir de l'acide glutamique. L'acide glutamique, à son tour, on avait vu ça dans la première partie du cours, avait subi une oxydation, une désamination oxydative, cette fois-ci grâce à la glutamate déshydrogénase. Et on avait utilisé un peu d'énergie pour réaliser cette transformation. Et la partie aminée arrachée à ce glutamate, elle va subir, on avait dit, plusieurs possibilités de transformation. Soit elle va être directement déversée, sécrétée dans les urines, au niveau des reins, soit elle va subir un ensemble de réactions qu'on va voir maintenant et qu'on appelle le cycle de l'urée, soit elle va être camouflée sous une forme non toxique de transport qui est la glutamine pour être distribuée aux composés qui en ont besoin par la suite. Voilà donc situé un peu le cycle de l'urée. Donc je vous rappelle un peu l'objectif de ce cycle est de débarrasser l'organisme donc de ce NH3 toxique et dangereux pour la vie des cellules. Voici le cycle de l'urée. Ça se passe dans le foie. C'est un cycle qui a été donc découvert par Krebs en 1932. Donc ça se passe avant la découverte du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, lui, a été découvert en 1937. Et ça se passe dans le foie. Donc on voit ici la membrane interne de la mitochondrie, ici en noir. Tout ce qui est en haut, donc, c'est la matrice mitochondriale. Et ce qui est en bas, c'est le cytosol des cellules hépatiques. Donc là, on va avoir besoin de deux acides aminés, la citrulline et l'ornithine.
Ces deux acides aminés ne sont pas protéinogènes, ils ne sont pas, si vous voulez, produits par la voie de biosynthèse protéique classique. Donc ces deux acides aminés, ornithine et citrulline, on va les utiliser pendant ce cycle. Alors quel est le point de départ? Le point de départ du cycle, c'est l'ammoniac. Donc on a enlevé aux acides aminés, le NH3 ici en haut. Il va s'ajouter au dioxyde de carbone, le CO2, et ces deux déchets CO2 et ammoniac, en présence d'ATP, on va dispenser deux molécules d'ATP par ammoniac et par CO2 pour former ce qu'on appelle le carbamoïde phosphate. Cette molécule NH2COOP. Alors, ce carbamoïde phosphate, il va céder sa partie phosphate, il va s'accrocher sur l'ornithine pour devenir la citrulline. Alors voilà l'ornithine avec sa chaîne latérale, un acide aminé, donc ici c'est HCOH NH2, et la chaîne latérale CH2 3 fois NH2. Cette ornithine, donc en prenant cette partie NH2CO du carbamoïde phosphate, elle devient de la citrulline qui est toujours avec la chaîne latérale CH2 3 fois NH et la partie qui s'est greffée ici du carbamoïde phosphate, CO, NH2, qu'on appelle la citrulline. Cette citrulline, maintenant, qui vient de se former dans la matrice mitochondriale, elle va sortir par un transporteur en échange d'une autre molécule d'ornithine. Donc il va rentrer, il va sortir plutôt de la matrice vers le cytoplasme. Et une molécule d'ornithine va au contraire rentrer du cytoplasme dans la matrice. Alors cette citrulline, une fois dans le cytoplasme, elle va s'ajouter à l'acide aspartique. Et cette condensation des deux molécules, citrulline et acide aspartique, va se faire grâce à une molécule d'ATP. Le produit obtenu, c'est l'arginosuccinate ou l'acide arginosuccinique. Voilà cette molécule. Et on reconnaît ici cette partie de la molécule qui ressemble un peu à la structure de l'acide succinique. Et celle-là, c'est l'arginine. Donc c'est pour ça qu'on parle d'arginosuccinate. Cette molécule d'arginosuccinate, il va perdre une partie de sa molécule, donc ici, sous forme de fumarate, d'élan. Et ce qui reste de la molécule, on reconnaît donc l'arginine. Voilà l'arginine. Et cette arginine maintenant, il va connaître une hydrolyse et il va donner cette partie de la molécule, ici en haut, CO, NH2, NH2, et on va libérer le reste de la molécule qui n'est autre que notre molécule ornithine de départ et qui va quitter donc le cytoplasme pour rentrer dans la mitochondrie et aller chercher encore cette fonction aminée qui vient donc des acides aminés par transamination ou désamination. Voilà donc ce cycle. Donc, on le revoit encore une fois, l'ammoniac qui vient donc des acides aminés, il va se combiner au dioxyde de carbone, condensation, obtention du carbamoïde phosphate. Ce carbamoïde phosphate va se rajouter à une molécule, un acide aminé, l'ornithine, pour donner un autre acide aminé, la citrulline. La citrulline va rentrer dans le cytoplasme, alors qu'une autre molécule d'ornithine, elle, va quitter le cytoplasme pour rentrer dans la mitochondrie. La citrulline, une fois dans le cytoplasme, il va s'associer à l'acide aspartique pour donner l'arginosuccinate. Et l'arginosuccinate, lui, il va perdre la partie fumarate et donner de l'arginine. Et l'arginine, enfin, il va nous donner l'urée d'un côté
et l'ornithine de l'autre, qui va partir vers la matrice en échange d'une citruline, et ainsi de suite. Voilà donc ce cycle de l'urée. Rappelez-vous que l'acide aspartique, il rentre dans le cytoplasme cellulaire de la matrice mitochondriale en échange de l'acide glutamique par une translocase. Donc il y a des transporteurs ici qui permettent l'échange ornithine-citruline, et puis il y a une translocase qui permet donc l'échange acide aspartique, acide glutamique. Voici sur cette diapositive une autre façon de présenter donc ce cycle de l'urée. Donc on voit toujours ici le point de départ, l'ammoniac et CO2. Utilisation de l'énergie sous forme d'ATP et formation de carbamyl phosphate. Le carbamyl phosphate se rajoute donc à l'ornithine pour donner la citruline, et la citruline s'associe à l'aspartate avec de l'énergie aussi pour donner l'arginosuccinate. L'arginosuccinate lui donne de l'arginine avec libération du fumarate, et l'arginine, enfin, va donner l'urée en reformant l'ornithine de départ, et voilà pourquoi on parle de cycle. Et l'urée, ici, vous avez sa formule chimique, comme je l'ai dit tout à l'heure, NH2CO, NH2. Donc il y a une fonction amine de cette urée qui vient de l'ammoniac de départ, et l'autre fonction NH2, elle vient de l'acide aspartique. Voilà maintenant ce cycle de l'urée et sa relation avec le cycle de Krebs. On voit ici dans la partie de droite donc le cycle de l'urée. Voilà, l'ammoniac CO2 qui a formé le carbamyl phosphate, citruline, arginosuccinate, arginine, et puis la formation de l'urée avec libération de l'ornithine. Alors l'arginosuccinate, on a dit tout à l'heure, en donnant l'arginine, il va libérer du fumarate. On a libération du fumarate, on passe par le passage donc vers l'arginosuccinate. Et ce fumarate, on sait qu'il fait partie du cycle de Krebs. Donc c'est un point commun entre le cycle de l'urée et le cycle de Krebs, ou le cycle de citrate. Donc fumarate, malate, oxaloacétate, etc. Et on a ici l'acide aspartique aussi qui vient ici pour justement donner l'arginosuccinate avec la citruline. Donc citruline donne arginosuccinate et l'aspartate va donner donc le fumarate en formant l'arginine, et on passe vers la formation du cycle de l'urée. Donc retenez bien, ce cycle de l'urée, son but, c'est de débarrasser donc l'organisme de l'ammoniac qui vient suite au métabolisme, donc aux réactions de désamination, de transamination, etc., de tous les composés donc azotés de l'organisme. Et cet ammoniac, comme il est dangereux, donc il va partir donc vers le foie. Et le cycle ici de l'urée, il va le mettre sous une forme donc de déchet qu'on appelle l'urée, et qui va être donc déversé, rejeté dans les urines. Alors, si on peut conclure sur le cycle de l'urée, le bilan de cette synthèse donc, de l'urée, on a un CO2, un NH4+, l'ammoniac. On a utilisé 3 ATP, 2 dans la première réaction et 1 quand on a rajouté l'acide aspartique à la citruline. Donc voilà notre acide aspartique, de l'eau parce qu'on a hydrolysé, et on obtient donc notre urée, plus 2 ADP, 2 PI, de l'AMP, du pyrophosphate et du fumarate. Voilà le bilan. Donc un atome d'azote de l'urée provient de l'ammoniac, on l'a dit, et l'autre, il vient de l'acide aspartique. Et chez l'homme, il est extrêmement important qu'il y ait un apport d'arginine par l'alimentation. En effet, la quantité, vous l'avez remarqué, qu'il est capable de synthétiser, il est insuffisante pour entrer dans la composition des protéines et servir à la production d'urée. Donc l'arginine, c'est un acide aminé donc très important, on va le trouver dans la biosynthèse des protéines classiques. Et en plus, on le trouve ici, il participe donc à la formation de l'urée.
Donc, il va falloir le ramener par voie alimentaire d'une quantité donc suffisante. Enfin, si l'on revient au cycle général du devenir de l'azote, celui-ci est rejeté dans la biosphère après dénitrification par des bactéries. Et là, je vous renvoie au cycle donc de l'azote qu'on a vu dans la première partie de ce cours. Alors maintenant qu'on a parlé donc des cycles de Buret, on va parler des autres composés azotés. Donc on va parler de la créatine, du glutathion, des hormones peptidiques, de l'oxyde nitrique au monoxyde d'azote, l'hème et les bases nucléiques. Voici en gros les composés les plus importants qu'on trouve dans l'organisme et qui contiennent de l'azote. Et on commence par la créatine phosphate. Comme vous le savez, cette créatine phosphate, on la trouve au niveau musculaire, au niveau de nos muscles. Sa concentration est à peu près de 20 millimoles par kilo de muscle. Et cette créatine phosphate, au début de l'effort donc physique, musculaire, c'est elle qui va donc s'hydrolyser. Il va donner de la créatine d'un côté et la partie phosphate va pouvoir se greffer à l'ADP pour former de l'ATP nécessaire donc à la contraction musculaire. Quand on regarde un peu le squelette de la créatine phosphate ici, la partie phosphate, c'est simple, elle vient de l'ATP. Donc c'est comme si la créatine phosphate, c'est une réserve d'énergie pour le muscle. Les carbones et l'azote donc de cette molécule, on voit que cette partie-là, elle vient de l'acide aminé glycocol, glycine. Ce méthyle-là, il vient de la méthionine. Et cette partie donc verte qu'on voit ici sur la diapositive, elle vient de l'arginine. Donc voilà, plusieurs acides aminés vont participer donc à la formation de cette créatine et l'ATP va fournir le phosphate. Alors, qu'est-ce qu'elle devient cette créatine? On a dit donc la créatine phosphate va donner de la créatine et de l'énergie. Donc le phosphate va se greffer à l'ADP pour former l'ATP. Et la créatine, elle, pour devenir de la créatinine. Voilà, donc il va perdre une molécule d'eau ici. Et on aura donc la créatinine. La créatinine, elle va passer dans le plasma et on va la retrouver dans les urines. Et la quantité justement de créatinine dépensée ou trouvée dans les urines, elle est proportionnelle à la masse musculaire. Et pour un individu donné, cette quantité elle est constante. Deuxième type donc de composé azoté, le glutathion. Alors le glutathion, je vous le rappelle, on l'avait vu dans le métabolisme des glucides, quand on a parlé donc du stress oxydatif. Et on avait dit que c'était une molécule qui aidait les cellules à se débarrasser justement des dérivés réactifs de l'oxygène. Alors je vous le rappelle encore une fois ici, ce glutathion c'est un tripeptide, il est formé de l'acide glutamique, de la cystéine et du glycocol, ou de la glycine. Voilà trois acides aminés qui vont se mettre ensemble. D'abord, le glutamate va se lier à la cystéine, mais cette fois-ci, la liaison peptidique ici ne se fait pas avec le COH classique, mais avec ce COH, le deuxième carboxyle, donc de la molécule de glutamate. C'est pour ça qu'on parle de gamma-glutamate. Ici, la cystéine, je vous le rappelle, ici, sa fonction, ici, SH, la fonction thiol, très importante dans le métabolisme. Et puis maintenant, les deux, glutamyl, donc cystéine, va se lier à la glycine par une liaison peptidique classique, CONH ici, les deux acides aminés. Et on va se retrouver avec trois peptides, gamma-glutamate, cystéine, glycine. C'est ce qu'on appelle le glutathion.
qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette molécule et pourquoi il est utilisé dans nos cellules. À cause de cette fonction SH, de cette fonction thiol, il va avoir deux formes. Une forme réduite dans laquelle la fonction thiol va être libre sous la forme SH, et une fonction oxydée dans laquelle deux molécules de glutathion vont se mettre ensemble avec un pont disulfure entre les deux. Alors c'est ce qui est résumé ici par cette équation. 2 fois le glutathion SH donne glutathion S lié au S du deuxième glutathion. Donc voilà comment cette molécule va aider les cellules à se débarrasser donc des réactifs ou des dérivés réactifs de l'oxygène. Et cette molécule de glutathion, justement à cause de cette forme oxydée, cette forme réduite, elle va participer au maintien du potentiel redox du cytoplasme des cellules. On passe à un troisième groupe de composés azotés, les hormones peptidiques. Alors, qui dit peptide dit des petites protéines, elles sont synthétisées donc de la manière classique que vous connaissez, au niveau des ribosomes, du réticulum endoplasmique granulaire, et ils sont impactés par l'appareil de Golgi dans des vésicules sécrétoires. Alors les vésicules, maintenant, qui contiennent ces petites protéines synthétisées au niveau donc, du réticulum endoplasmique, ils vont permettre à ces hormones de franchir la bicouche lipidique de la membrane plasmique, puisque les peptides hydrosolubles ne franchissent pas la barrière lipidique. Et une fois sécrétées dans le sang, ces hormones peptidiques, ces petites protéines, donc, ils vont circuler librement. Ils vont agir sur les cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs protéiques qui traversent les membranes plasmiques des cellules cibles. Et les récepteurs sont spécifiques pour une hormone donnée. Mais une hormone, bien sûr, il peut avoir plusieurs types de récepteurs membranaires. Voici quelques exemples d'hormones peptidiques qu'on trouve dans l'organisme humain. L'ocytocine, la vasopressine, la corticolibérine, ou CRH, la gonadostimuline, la somatocrinine, la somatostatine, la thyrotrophine, l'hormone corticotrope, la follicostimuline, la LH, la TSH, ou hormone thyriotrope, la GH, ou hormone de croissance, la MSH, ou hormone mélanotrope, prolactine, l'insuline, le glucagon, la T3 et la T4, ou la thyroxine, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, la mélatonine, la parathormone et la calcitonine. Donc voilà un ensemble très varié et très grand, très nombreux, donc de composés azotés sous forme d'hormones peptidiques. En comparaison, je vous rappelle ici les hormones stéroliques, je vous en cite aussi quelques-unes. Donc, les minéralocorticoïdes, l'aldostérone, les glucocorticoïdes, les androgènes, androstenedione, la progestérone, les œstrogènes et la testostérone. Donc, des hormones stéroliques, principalement des hormones sexuelles. Alors, voyons un peu, pour comparer un peu le mode de ces deux types d'hormones, pour que vous sachiez un peu le mode d'action des hormones peptidiques. Alors, à gauche, on a le mode d'action des hormones donc stéroïdiennes, qui sont lipophiles. Puisqu'ils sont lipophiles, ils peuvent rentrer directement dans la cellule et traverser la membrane lipidique de la cellule. Une fois à l'intérieur, ils peuvent aller jusqu'au noyau et réagir directement sur l'ADN, d'où l'action sur l'expression, ou bien au contraire une répression des gènes. Alors à droite, on a le mode d'action, mais cette fois-ci des hormones protéiques ou peptidiques. Ces hormones ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire, ils ont des récepteurs au niveau des membranes, et ces récepteurs, ils vont accueillir, donc se lier à ces hormones peptidiques, et le signal, donc il y a une transduction d'un signal
qui va arriver jusqu'à l'intérieur donc de la cellule, d'où l'action, par exemple, une activation d'enzymes ou l'ouverture d'un canal, etc. Voilà donc ces deux types qui sont très différents. Les stérolyques, rentrent jusqu'à l'intérieur et faire donc avoir leurs effets, alors que les hormones protéiques, elles, restent à l'extérieur, attachées à un récepteur membranaire de la cellule, transduction de leurs signaux, et puis l'effet à l'intérieur arrive à l'intérieur des cellules. On passe à un autre composé, donc azoté, l'oxyde nitrique, NO, le monoxyde d'azote. Dans l'organisme, le NO, l'oxyde nitrique, il est fabriqué à partir de l'arginine, un acide aminé que vous connaissez très bien maintenant puisqu'on vient de le voir dans le cycle de l'urée. Cette biosynthèse, à partir de l'arginine, elle se fait grâce à des enzymes qu'on appelle le monoxyde d'azote, nitrique, pardon, ou le monoxyde d'azote synthase, qu'on appelle aussi NOS, N-O-S. Alors, différentes cellules vont produire le monoxyde d'azote ou l'oxyde nitrique, par exemple les cellules endothéliales, les macrophages, les cellules du foie et les neurones. Voici pour la biosynthèse. Pour le catabolisme donc de cette molécule, le NO, c'est une molécule gazeuse. Il est donc instable. Et dans l'organisme, il va être transformé spontanément en raison de la présence d'oxygène en nitrite NO2-, et puis en nitrate NO3-. Et ici, je vous donne l'information suivante. En 1998, le prix Nobel de médecine et de physiologie a été récompensé, ou a récompensé les travaux donc concernant le monoxyde d'azote ou l'oxyde nitrique. Voici ici cette diapositive qui vous donne un peu cette biosynthèse de cette molécule donc de monoxyde d'azote. On voit ici à gauche donc la L-arginine. Cette L-arginine va subir, on vient de le dire, une oxydation en présence d'oxygène et de la NOS, donc NO-synthèse, synthase, et on va former une citrulline avec libération de NO. Et le NO, c'est un dérivé donc réactif aussi de l'azote et de l'oxygène, donc il est très dangereux dans certains cas puisqu'il peut se lier facilement à autre chose. Voilà donc sa formule NO avec un électron libre, où cette transformation de l'arginine en citrulline avec libération de NO se fait avec plusieurs cofacteurs. On voit ici le NADPH, de l'oxygène, le BH4, le tétrahydrobioptérine aussi, le FAD, le FMN et l'M. Donc plusieurs cofacteurs, plusieurs donc, réactions qui se passent avant l'obtention de cette molécule NO. Dans ce tableau, vous avez maintenant qui sont issus donc de cette molécule NO et les conséquences de ces effets. Donc à gauche, on commence par le premier effet, donc de NO, activation de la guanylate cyclase. Cette activation de la guanylate cyclase, elle a comme conséquence une relaxation des fibres vasculaires lisses, une bronchodilatation, un relâchement de l'estomac et une inhibition de l'agrégation plaquettaire. Donc, première chose à retenir, le NO a un effet relaxant et qui est directement senti au niveau donc des muscles lisses et au niveau de l'estomac. Deuxième effet, il va inhiber la ribonucléotide réductase. Et on sait que cette ribonucléotide réductase, elle est responsable pour la formation de l'ADN. Donc quand on inhibe l'enzyme réductase, on va inhiber la synthèse de l'ADN. Il va inhiber aussi les enzymes du complexe 1 et 2 de la chaîne respiratoire, qu'on a vu dans le métabolisme glucidique. Donc, le NO va permettre le blocage de cette chaîne respiratoire, en bloquant les enzymes du complexe 1 et 2.
Il va intervenir dans le métabolisme intracellulaire du fer, d'où l'origine de l'anémie. Donc c'est de l'anémie inflammatoire. On sait que les enzymes qui donnent naissance à ce NO, ce sont des enzymes héminiques, donc qui contiennent du fer. Donc si on fabrique en quantité très grande ce NO, on risque donc de créer une anémie dans l'organisme. Et le NO, il peut aussi interagir avec l'ion superoxyde. Donc, il va produire la molécule ONOO-, qui va donner ensuite le dérivé OH avec un électron, et les dérivés NO2 avec un électron. Donc, ces deux dérivés réactifs de l'oxygène sont très dangereux parce qu'ils peuvent s'attaquer aux protéines, aux acides nucléiques, etc., comme on l'a vu dans le cours sur le stress oxydatif. Ce NO, il peut interagir avec l'hémoglobine. Et l'oxyhémoglobine, elle va la transformer en méthémoglobine. Donc l'hémoglobine, qui est responsable du transport donc, de l'oxygène, qui est un oxyhémoglobine, quand elle va rattacher un oxygène. Le NO, lui, il peut facilement donc, prendre la place de l'oxygène et transformer donc l'oxyhémoglobine en méthémoglobine. Le NO aussi, il va moduler l'activité des différentes voies de signalisation. Donc c'est un neurotransmetteur et qui peut avoir aussi un effet génomique, comme on a vu tout à l'heure avec les hormones stéroïdiques. Et ensuite, on a d'autres conséquences aussi qu'on pense et sont dues au monoxyde d'azote et qui restent donc à préciser leurs effets. Ils pourraient jouer un rôle dans la mémorisation, dans la régulation du sommeil, dans la différenciation des cellules, leur maturation, l'apoptose, dans l'angiogénèse, l'inflammation et les effets cytotoxiques des lymphocytes et des macrophages. Donc un rôle très important et certain au niveau de la réponse immunitaire. Et enfin, quand le monoxyde d'azote est en concentration élevée, il peut entraîner une altération des cellules bêta du pancréas et stimuler quelques tumeurs, donc des cancers, d'où l'importance de l'inhibition spécifique des enzymes qui donnent naissance justement au NO, c'est-à-dire l'ENOS, NO synthase. Donc voilà, en gros, cette molécule donc azotée qui est le NO, et ce qu'il peut faire comme effet bénéfique sur les cils, notamment l'effet relaxant, mais à côté, il y a un effet donc néfaste sur d'autres cibles. On passe aux acides nucléiques, donc d'autres composés donc azotés qu'on trouve au niveau des cellules. Et je vous rappelle ici donc les bases puriques, les bases pyrimidiques donc de ces acides nucléiques, puisqu'ils rentrent dans la constitution donc de l'ADN et de l'ARN, donc des nucléotides. Et ces bases, et leur métabolisme, leur constitution, soit ils proviennent de l'alimentation, soit ils vont être synthétisés par l'organisme à partir d'acides aminés, par exemple la glycine, la glutamine et l'aspartate, pour ce qui est des bases puriques. Voilà, ils vont fournir par exemple la formation ou la transformation de l'aspartate en fumarate. Il va fournir donc la partie NH3 ici, c'est elle qui donne cet azote de la base purique. La glycine, elle, va fournir un peu les deux carbones et l'azote ici, en bleu. Et puis, la glutamine, en se transformant en acide glutamique, en glutamate, il va donner le NH3 qui va donner donc les deux autres azotes ici de la base purique. Et puis, la même chose, pour les bases pyrimidiques, on trouve aussi d'autres acides aminés qui vont participer à leur constitution. L'aspartique va donner ce squelette-là de la base pyrimidique. Le CO2 va donner ce carbone. Et l'azote, lui, il va provenir donc de la glutamine, de la même manière qu'on a vu ici pour les bases puriques. Donc on voit bien qu'il y a une relation directe entre les acides nucléiques, d'une part, et puis les protéines, les acides aminés, d'autre part. On passe à l'hème. L'hème, c'est une molécule très importante.
C'est une molécule qui contient du fer. On le voit ici au milieu, sur cette diapositive, sur ce dessin. Et autour, on a une molécule cyclique, ici, reliée à cet atome de fer. Alors l'atome de fer, il a deux états compatibles avec la vie cellulaire, un état oxydé et un état réduit. Donc parce qu'il peut justement fournir les électrons et passer d'une forme donc oxydée à une forme réduite, et vice-versa. Alors il va permettre le transport de l'oxygène et des électrons, cet atome de fer. Et l'exemple le plus classique donc, de l'hème, ce sont les hémoprotéines. Donc l'hémoglobine, par exemple, qui transporte l'oxygène au niveau sanguin, les cytochromes de la chaîne respiratoire cellulaire, celles qui transportent donc les électrons, les catalases, les peroxydases aussi, ce sont des enzymes donc héminiques qui ont l'hème dans leur constitution, dans leur structure. Alors comment se passe la biosynthèse de l'hème? Alors ici, il y aura une série de 8 enzymes qui vont donner 8 réactions différentes avant d'aboutir donc à l'hème. Le point de départ, c'est l'acide, le glycocol ou la glycine, qui va se rajouter au succinyl-CoA, donc un intermédiaire métabolique du cycle de Krebs. Alors ces deux composés, succinyl-CoA et glycine, grâce au premier enzyme, ici, avec un cofacteur, la B6, la vitamine B6, ils vont former le composé ALA. L'acide amino-lévulinique. Et l'enzyme ici, puisqu'il va donner lieu à l'ALA, on va l'appeler l'ALA synthase. Et c'est ce premier enzyme qui est le plus important de cette chaîne, ici métabolique, qui va former donc à la fin de l'hème, parce que c'est une enzyme allostérique, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, dans une voie métabolique donnée, toujours le premier enzyme est une enzyme allostérique sur laquelle va se passer le contrôle, les régulations de toute la voie métabolique. Et en effet, on le voit ici, le produit final de cette chaîne métabolique, c'est l'hème, et l'hème, il vient lui-même inhiber par rétroinhibition le premier enzyme, la synthase. Donc je vous laisse un peu suivre un peu cette chaîne métabolique qui donne la constitution, la fabrication, la production de l'hème à partir du succinyl-CoA et de la glycine. Donc on forme, comme je l'ai dit, l'ALA. Et ensuite, on passe par toute une série de composés avant d'arriver à notre hème avec fixation de l'atome de fer ici à la dernière réaction. Une remarque ici, la synthèse de l'hème a lieu principalement dans la moelle osseuse pour 85% et le foie. Voilà, donc ici, cette biosynthèse commence dans la mitochondrie ici, du foie ou de la moelle osseuse, des cellules donc de la moelle, et pour se terminer dans le cytoplasme et revenir à la fin, encore une fois, dans la mitochondrie. Voilà donc comment se forme l'hème qui va par la suite donner, s'attacher, s'associer à des protéines qu'on a vues lors du métabolisme, ces protéines héminiques qui vont jouer un rôle dans les phénomènes d'oxydoréduction ou autres. Et on passe dans cette dernière partie donc, de ce cours à la biosynthèse des protéines. On ne va pas rentrer trop dans le détail donc, de la biosynthèse des protéines parce que vous l'aviez vu l'année dernière en S1, donc je vous envoie pour réviser cette partie de biosynthèse des protéines à vos cours donc, de l'année dernière. Donc ici, ça sera des rappels. Et on sait que le dogme biologique le plus important, il nous dit qu'il y a passage de l'ADN à l'ARN et puis à la protéine. Ça, c'est le dogme central en biologie.
Donc l'ADN, comme vous le savez, c'est le support de l'information génétique. Il est là. C'est lui qui va définir donc les fonctions biologiques de l'organisme, la reproduction, la nutrition, l'excrétion, l'action sur l'environnement, la communication, etc. Tout est écrit donc au niveau de l'ADN. Cet ADN va être transcrit donc par une transcription pour donner l'ARN messager. Donc tout ce qui est écrit sur l'ADN, on va le recopier, mais cette fois-ci sous forme d'ARN messager, l'envoyer au cytoplasme pour être traduit sous forme de protéines, une série d'acides aminés, qui est une copie conforme à ce qui était inscrit au niveau des gènes, au niveau de l'ADN. Alors, quelques généralités concernant donc cette biosynthèse protéique. D'abord, la fabrication d'une protéine s'appelle, comme vous le savez, la traduction. Et il fait intervenir 3 acteurs principaux. L'ARN messager, les ribosomes et les ARN de transfert. Les ribosomes, ils sont formés par l'association d'ARN ribosomiques et de protéines. Et à chaque acide aminé correspond un ARN de transfert particulier. Et cet ARN de transfert, il va porter un anticodon dont les 3 bases sont complémentaires de celles du codon correspondant à l'acide aminé codé par l'ARN messager. La structure finale de la protéine, elle est obtenue après certaines modifications. D'abord, création de ponts disulfure entre les acides aminés soufrés, l'élimination de certaines portions de la molécule, la liaison avec des glucides, la liaison avec des groupements phosphates et sulfates, etc. Donc, la protéine, avant qu'elle obtienne sa forme finale, sa forme mûre, elle va subir plusieurs types de modifications dont je viens de parler. Et ces modifications, elles sont indispensables au bon fonctionnement de la protéine, car c'est elle qui détermine en particulier son repliement dans l'espace et donc l'accès à son site actif. Et voilà un petit rappel donc pour vous, la biosynthèse, ici donc le scénario global général de cette biosynthèse protéique. Sur cette diapositive, on voit ici donc les 2 sous-unités 60S et 40S du ribosome. Voilà, donc notre chaîne polypeptidique en cours de biosynthèse. Ici, d'un côté, on voit ici donc les acides aminés, l'enchaînement des acides aminés, sur un compartiment qu'on appelle le compartiment P. À côté, il y a un compartiment A du ribosome qui est un compartiment libre. Et ce compartiment libre, il va recevoir un ARN de transfert avec son acide aminé. Donc, il va s'accrocher dans le compartiment A. Voilà, on a notre chaîne précédente et on a à côté notre ARN de transfert avec l'acide aminé. Et il y a passage donc de cette chaîne d'acides aminés du compartiment P au compartiment A. Et on va libérer cet ARN de transfert par la suite. Donc voilà, on va former donc cette chaîne maintenant qui était là et qui a gagné un acide aminé maintenant, il est là, avec l'ARN de transfert. Maintenant, cet ARN de transfert, il est libre, il va quitter donc le ribosome, et ici, notre série d'acides aminés avec l'ARN de transfert, il va passer au compartiment P. On le voit ici. Il était sur A, il est venu sur P, puisque P, il s'est libéré après le départ de l'ARN de transfert représenté en violet ici. Et voilà, maintenant le A, il est libéré de nouveau. Une autre ARN de transfert va pouvoir se fixer avec un acide aminé. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a l'agrandissement donc de la chaîne peptidique. Et à la fin, on arrive donc à un triplet donc final qui va donner le signal donc à la libération donc de la protéine synthétisée.
Alors, ce qui nous intéresse ici, dans ce cours, c'est la maturation de ces protéines. On vient d'en parler un peu. On a dit que la protéine, une fois synthétisée, il va subir plusieurs modifications avant de rentrer en fonction. Et on va voir un peu cette maturation, comment elle va se passer au niveau des cellules. Et on va aussi parler du phénomène d'adressage, l'orientation de ces protéines synthétisées vers leur site d'utilisation. Et voilà une diapositive qui va vous rappeler des souvenirs, parce qu'on en a parlé donc déjà l'année dernière en biologie cellulaire en S1. Je vous le rappelle ici, et qui concerne l'adressage des protéines. Alors l'adressage des protéines, ici vous avez au niveau du noyau l'ARN messager qui va sortir du noyau après la transcription à partir de l'ADN, et quand il va sortir, il va s'associer, cet ARN messager, au ribosome. Mais il y a deux possibilités. Soit il va s'associer à un ribosome libre, cytoplasmique, et il reste au niveau du cytoplasme, soit il va s'associer au ribosome, mais il va s'associer au réticulum endoplasmique. Donc soit l'ensemble reste libre au niveau du cytoplasme, soit il va s'associer au réticulum endoplasmique. Donc deux cas possibles pour les synthèses des protéines. Voyons le premier cas, le cas où les ribosomes et l'ARN messager restent libres au niveau du cytoplasme cellulaire. Alors la biosynthèse va se passer, va se continuer d'une manière normale, comme on a vu dans la diapositive précédente. Et notre protéine, une fois synthétisée, elle va être orientée vers les organettes cellulaires. Par exemple, peroxysome, mitochondrie et noyau. Ou bien il va rester dans les cytoplasmes de la cellule. Voilà les possibilités pour la protéine synthétisée de cette manière. Pour la protéine qui est synthétisée avec l'ensemble attaché au réticulum endoplasmique, la biosynthèse de la protéine va donner donc une protéine qui va s'intégrer dans le réticulum endoplasmique. Il va voyager tout le long de ce réticulum endoplasmique. Et ensuite, dans la partie finale du réticulum endoplasmique, elle va s'invaginer dans des vésicules qui vont s'orienter vers l'appareil de Golgi. Les deux, la vésicule qui provient du réticulum endoplasmique, va fusionner avec la membrane de l'appareil de Golgi et notre protéine va se trouver à l'intérieur de l'appareil de Golgi. Et dans l'appareil de Golgi, elle va voyager de la phase 6 vers la phase trans de ce Golgi. Il va subir, et au fur et à mesure de sa descente vers la phase trans, plusieurs modifications qu'on va voir par la suite. Une fois arrivé vers la phase trans, il va encore une fois se retrouver dans des vésicules, et ces vésicules vont soit aller vers la membrane cytoplasmique de la cellule, et se retrouver par exocytose vers l'extérieur de la cellule, soit ils vont se retrouver sous forme de vésicules, mais cette fois-ci, ils vont aller vers les lysosomes, où ils vont être stockés. Voilà donc l'adressage, la destinée des protéines synthétisées par les ribosomes attachés au réticulum endoplasmique. Donc sur cette diapositive, un résumé de ce qu'on vient de dire. Donc les synthèses des protéines se passent dans les ribosomes. Ensuite, ces ribosomes, soit ils vont sur le réticulum endoplasmique, ensuite vers le Golgi, avant de se retrouver soit dans les lysosomes, soit dans les vésicules de sécrétion, où ils vont carrément être envoyés vers l'extérieur des cellules. Soit ces ribosomes restent dans le cytosol cellulaire, et à ce moment-là, les protéines qui sont synthétisées de cette manière vont aller vers les organettes cellulaires, mitochondries, peroxysomes et noyaux.
Alors, comment va se passer un peu cette orientation? Pourquoi une telle protéine va vers les membranes, une autre vers les organites, etc. Alors, il y aura ce qu'on appelle des peptides signaux, un peptide signal, ou une région de signal sur cette protéine qui va justement, c'est l'adresse qui sera inscrite sur la protéine et qui va lui permettre d'aller vers telle ou telle situation, vers telle ou telle adresse. Voilà sur cette diapositive, on voit schématiser ici la chaîne peptidique de la protéine dépliée et on voit ici le signal, le peptide signal, ici sur la protéine, et qui, on le voit ici, quand la protéine est repliée, on le voit ici, ce peptide signal au bout, qui va lui permettre donc d'aller vers son adresse indiquée. On a d'autres cas, je vous ai dit, soit on a un peptide, soit toute une région. Et quand la protéine est dépliée, on voit plusieurs types de peptides qui sont des peptides signaux pour la protéine. Et quand elle est repliée, c'est toute une région ici, voilà, qui va permettre à la protéine de s'adresser directement à son lieu de fonctionnement. Alors, comment ça va se passer? En réalité, voici ici une diapositive qui vous montre un peu l'adressage dans les mitochondries et les chloroplastes, donc les protéines qui vont vers les organites cellulaires. Alors, on voit ici la protéine synthétisée avec son peptide signal. Et ce peptide, il va être reconnu par un récepteur membranaire de l'organite cellulaire dans lequel va rentrer la protéine. Et une fois donc sur le récepteur, il va pouvoir donc par translocation se retrouver à l'intérieur. Donc on passe de la reconnaissance par le récepteur vers une translocation et notre protéine va se retrouver à l'intérieur où il va se replier de nouveau. Et la forme finale de la protéine, elle est obtenue après clivage de ce peptide signal de départ. Donc retenez bien, biosynthèse de la protéine, reconnaissance du peptide signal au niveau membranaire de l'organite considéré, dérepliement de la chaîne protéique, entrée donc par translocation de cette protéine et repliement de nouveau, clivage du peptide signal et obtention de notre protéine mature maintenant, prête pour le fonctionnement. Voyons voir maintenant comment se fait l'ancrage, l'entrée des protéines destinées au réticulum endoplasmique. Alors là, il y a l'intervention d'une protéine spéciale qu'on appelle la SRP, la protéine de reconnaissance du peptide signal, ici schématisée en noir, ici, en gris foncé. C'est ici, on a notre ribosome avec l'ARN messager ici, et notre protéine ici, qui est en train d'être synthétisée avec ce peptide signal ici au bout. Alors, ce peptide signal, il va se lier donc à la SRP ici, il va le reconnaître, il va se lier donc directement à ce peptide signal. Ici, on voit la protéine SRP avec ce peptide signal. Et le tout va se lier à un récepteur qui va reconnaître donc cette SRP. Et une fois lié donc à ce récepteur, notre synthèse de la protéine va pouvoir être achevée après le départ donc de la SRP. Et voilà donc notre protéine ici, quand elle va continuer donc sa biosynthèse, elle va se retrouver dans le réticulum endoplasmique. Et les protéines membranaires. Alors pour les protéines membranaires, là il y a plusieurs cas, plusieurs types donc de protéines qu'on va trouver au niveau des membranes. Ici, dans le premier cas, ici à gauche, en haut, on voit donc une protéine avec toujours un peptide signal qui vient s'encastrer
pardon, dans la membrane cellulaire de cette manière et qui va se retrouver ici sous sa forme mature avec son incastration ou son entrée ici. Il va appartenir à la fois à la membrane et ici à la lumière donc cellulaire. Deuxième cas ici, on voit toujours la protéine ici, plus grande que la première, et on va la retrouver sous sa forme mature, avec cette fois-ci, contrairement au premier cas, avec les deux parties ici de la protéine qui traversent complètement la membrane cellulaire ou la membrane de l'organite. Et on va la retrouver, une partie ici d'un côté et une autre partie de l'autre. Donc ici, la protéine va avoir deux parties signal, une partie qui va initier le transfert, la partie marron ici, comme dans les deux premiers cas qu'on a vus ici, et une partie ici schématisée en noir, c'est-à-dire le peptide qui va signaler la terminaison de la biosynthèse ou du transfert de la protéine. Et on passe ici donc de la phase de biosynthèse à la phase d'intégration à la membrane et on retrouve ici donc notre protéine avec cette fois-ci deux feuillets, deux parties qui traversent en même temps la membrane. Et dernier cas possible, toujours biosynthèse de la protéine avec ces régions signal et avec la partie donc qui signale la terminaison du transfert. Donc on va avoir plusieurs fois la traversée de la membrane avec cette protéine. Et ça va jusqu'à 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va nous retrouver avec une protéine qui traverse de part et d'autre la membrane à 7 reprises. Voilà donc les types de protéines qu'on va trouver au niveau des membranes. Donc soit on va les trouver sur un seul côté, soit on va les trouver des deux côtés, soit on va les trouver des deux côtés mais à plusieurs reprises, ils vont traverser la membrane. Et là vous avez un exemple donc de fixation sur la membrane des récepteurs qui travaillent avec les protéines G dont on a parlé un peu pendant le métabolisme des lipides quand j'ai parlé de la molécule IP3. Rappelez-vous, on a parlé de l'inositol triphosphate. Alors, ce récepteur qui traverse 7 fois la membrane, il va recevoir des signaux de l'extérieur, des stimuli, des actions, soit d'un ion, soit d'une hormone, par exemple, soit, par exemple, un photon. Toutes ces molécules, tous ces signaux externes, ils peuvent avoir de l'effet sur la cellule. Alors, quand ils sont attachés à ce récepteur, ils vont avoir de l'effet sur une protéine G qui, elle, va s'activer à son tour. Il va avoir de l'effet sur des enzymes ou sur des canaux. Et cet effet va avoir une transduction du signal qui va être transmis à l'intérieur. Et à l'intérieur de la cellule, on va avoir l'effet donc de ces signaux externes transmis. Alors, quel est le rôle du réticulum endoplasmique dans la biosynthèse des protéines? Il va avoir un rôle dans la maturation, d'une part, de la protéine. Il va avoir un rôle de biosynthèse des lipides aussi. Voilà les deux rôles du réticulum endoplasmique. D'abord, on a parlé tout à l'heure des modifications possibles sur les protéines et l'une des modifications est l'apparition des ponts disulfures sur les protéines. Alors ces ponts disulfures ils vont se former automatiquement partout dans la protéine et seule une configuration est correcte pour la protéine. Les autres, ils vont s'enlever dans la forme finale de la protéine. Et des protéines disulfures isomérases coupent tous les ponts disulfures formés d'une manière incorrecte jusqu'à ce que la protéine ait atteint
la bonne conformation. Alors, une deuxième modification des protéines avant d'obtenir la forme finale, mature, c'est la glycosylation de ces protéines. Alors, l'intérêt de ces glycosylations des protéines est inconnu pour le moment. Et cette glycosylation, on ne la voit pas au niveau des bactéries. L'addition d'un groupement de sucres, les oligosaccharides, dont les deux premiers sont toujours des N-acétylglucosamines à la chaîne latérale d'une asparagine. Donc il y aura la protéine synthétisée avec un acide aminé particulier, l'asparagine, sur lequel vont se fixer des oligosaccharides. Et les premiers saccharides qui vont se fixer, ce sont deux N-acétylglucosamines. On parle, dans ce cas-là, d'une N-glycosylation. On va voir encore d'autres types de glycosylation, les O-glycosylations et les C-glycosylations. Alors, cette glycosylation des protéines va donner lieu à ce qu'on appelle des glycoprotéines, donc des protéines glycosylées, et qui jouent un rôle très important dans la vie cellulaire. Alors, une partie des oligosaccharides, elle est attachée dans le réticulum endoplasmique et le reste dans l'appareil de Golgi. Donc, cette glycosylation va se passer au niveau de deux endroits, le réticulum endoplasmique, et il va finir dans l'appareil de Golgi. L'oglycosylation dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est réalisée uniquement dans l'appareil de Golgi. Il est le résultat de la fixation de sucre à la fonction hydroxyle de la chaîne latérale d'un acide aminé qui est la sérine ou la thréonine ou l'hydroxylysine. Donc retenez bien, la N-glycosylation se passe par la fixation des sucres sur l'acide aminé particulier qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'asparagine, et la N-glycosylation, l'oglycosylation se fait par la fixation des sucres à la fonction OH de l'hydroxyle, de la sérine, de la thréonine ou de l'hydroxylysine. Alors voici comment ça se passe. On a notre protéine ici. Voilà, une série d'acides aminés. Et notre acide aminé asparagine, il est là. D'accord? Ce NH2, donc, de l'asparagine, va se fixer à la partie saccharidique ici, glucidique. Et on a donc une liaison ici entre N et le sucre. On l'appelle liaison N-glycosidique. Cette structure ici, quand la fixation se fait par l'asparagine, par l'azote, la N-glycosylation, on va pouvoir fixer plusieurs sucres à la fois. Donc il y aura ici une ramification de plusieurs sucres. On va voir un exemple tout à l'heure. Ici sur la droite, on a toujours la chaîne protéique, ici. Un acide aminé, la sérine, thréonine, par exemple ici, qui a une fonction OH, CH2OH dans sa chaîne latérale. Et cette fonction OH, c'est elle qui va se lier cette fois-ci à la partie glucidique. C'est pour ça qu'on parle de liaison O-glycosidique. Et en général, quand la liaison se fait par O, ici, d'une sérine, on va avoir 2 à 3 sucres au maximum. Ce n'est pas comme le cas de la liaison N-glycosidique où on a justement plusieurs sucres à la fois. Donc retenez bien, les glycoprotéines, deux possibilités, soit la partie glucidique se lie par un NH2 d'un acide aminé, en général l'asparagine, ou bien la liaison des sucres sur la partie protéique se fait par les OH d'une sérine ou d'une thréonine, et on parlera dans le premier cas de liaison N-glycosidique et dans le deuxième cas des liaisons O-glycosidiques. Voilà comment se forment ici les liaisons donc entre les sucres et les protéines pour former les glycoprotéines.
Alors voici sur cette diapositive un dessin qui vous montre un peu la formation de ces glycoprotéines. On voit ici la membrane plasmique, à gauche, et on voit ici une molécule spéciale qu'on appelle le phosphate de dolichol. Sa structure, elle est là. C'est un polyisoprène ici, donc une série, un polymère isoprénique, avec une fonction CH2OH de libre ici au bout. Et c'est sur cette fonction OH que vont se fixer les deux phosphates. C'est pour ça qu'on parle de phosphate de dolichol. Et une fois les phosphates donc collés au dolichol, on va pouvoir fixer notre chaîne polysaccharidique. En général, les deux premiers, c'est des N-acétylglucosamines, suivis d'une série de mannoses, en général 9 mannoses, et puis 3 glucoses. Et toute cette série donc de polysaccharides vont se fixer aux deux phosphates ici du dolichol. Et une fois fixé, c'est là où il y a le transfert sur la protéine ici, qui est en train de se synthétiser au niveau du ribosome. Et on a ici notre ARN messager. Donc voilà l'asparagine qui va prendre en charge donc cette liaison N-glycosidique avec la partie glucidique ici, qu'on appelle le glycome. Donc le glycome, cette série donc de polysaccharides, va se fixer à l'asparagine de la protéine, ici pour donner la glycoprotéine. Voilà, cette diapositive va nous montrer un peu la variation, la grande diversité de ces molécules qui sont les glycoprotéines dans les cellules. Et cette variété des glycoprotéines, elle s'explique par trois choses. D'abord, les types de glycosylation dont on a parlé de la N et la O-glycosylation, mais on a aussi d'autres types de glycosylation, la C-glycosylation et la phosphoglycosylation. Et en plus de ces types de glycosylation, la variété de ces glycoprotéines, il va s'expliquer aussi par la grande modification que vont connaître les sucres qui rentrent dans la constitution de ces glycoprotéines. En effet, ces sucres, ils vont être modifiés par sulfatation. C'est le cas du mannose et la N-acétylglucosamine. C'est le cas de l'acétylation de l'acide sialique. C'est le cas de la phosphorylation du mannose, qu'on va voir au niveau du Golgi. Et la troisième chose qui peut aussi expliquer cette variété, la grande diversité des glycoprotéines, c'est l'évolution des organismes vivants. En effet, si vous regardez un peu le dessin à droite de cette diapositive, on voit ici les levures et les champignons, ici au milieu les invertébrés et ici au bout à droite les vertébrés. Et on remarque que chez les trois organismes vivants, le précurseur de la partie glucidique est le même chez les trois organismes. Le précurseur de départ, donc de ces sucres, est le même. Mais quand on va synthétiser la protéine et que la partie glucidique va donc se coller à cette protéine pour donner la glycoprotéine, dans la glycoprotéine finale, on voit que chez les levures et les champignons, il y a des structures beaucoup plus simples que chez les vertébrés et les invertébrés. En effet, dans la levure et les champignons, les glycoprotéines ont presque une structure très simple, constituée presque uniquement de résidus de mannose. Alors que chez les invertébrés, on voit qu'il y a plus de branchements, et ces branchements vont connaître des sucres beaucoup plus variés qu'avant. Ici, on va voir du galactose, de l'acide sialique, du fucose, ici, par exemple. Et les choses se compliquent encore plus chez les vertébrés, parce qu'il y a beaucoup plus de sucre qu'avant encore, mais le précurseur de départ reste le même. Donc la complexité va entre donc, les champignons, en passant par les invertébrés, pour arriver chez les vertébrés, qui sont donc les plus compliqués en termes de glycoprotéines. Alors comment se passe la régulation de la traduction? Les mécanismes de régulation concernant
il concerne surtout l'étape de démarrage de la traduction par le ribosome. Et cette régulation, elle va être assistée par des facteurs d'initiation. Donc c'est au niveau du démarrage de la biosynthèse que va se passer ce phénomène de régulation. C'est là où la décision va être prise, où on va vers la synthèse, ou au contraire, on va inhiber, on va arrêter la biosynthèse. Et d'ailleurs, plusieurs ARN messagers qui sont transcrits et qui passent dans le cytoplasme et qui restent, ils sont inhibés, ils restent sans biosynthèse des protéines. Toutes les ARN messagers ne sont pas traduits en protéines. Parce qu'il y a justement une régulation, un contrôle qui se passe dans la partie de démarrage, d'initiation de la traduction. Et ces mécanismes, ils vont concerner spécifiquement des parties bien particulières de l'ARN messager dont la traduction est régulée. Et la régulation, il peut faire intervenir des régulateurs, qu'on appelle des régulateurs traductionnels exogènes, donc c'est des molécules qui viennent de l'extérieur, soit une protéine, soit un autre ARN qui va interférer avec la traduction au niveau du ribosome, en réponse à ce signal externe. Et ce signal externe, c'est soit une concentration d'un métabolite qui va donc augmenter, soit la température, soit une présence d'un facteur protéique, etc. Et ce régulateur, il va avoir un effet d'activateur ou au contraire de répression de cette traduction, comme ce que vous allez voir dans la régulation de la transcription dans la génétique, dans votre cours de génétique. Donc de la même manière, il y aura un effet externe, donc une molécule ou une condition qui va varier et qui va avoir un effet justement sur la traduction, soit un effet activateur, au contraire, un effet inhibiteur. Donc voici une vue globale de ce qui se passe au niveau de la traduction. Donc on passe, comme on l'a dit tout à l'heure, de la transcription de l'ADN, formation de l'ARN messager qui va connaître des phénomènes d'épissage. On va traduire seulement quelques parties de l'ARN messager. L'ARN messager, donc une fois épissé, il va passer dans le cytoplasme. Et avec les ribosomes, on va les traduire, donc traduire cet ARN messager en protéines qui vont donc passer, connaître plusieurs modifications dont on a parlé tout à l'heure, les ponts disulfures, les glycosylations, des phosphorylations, etc. avant donc de quitter la cellule pour aller vers leur site ici d'utilisation, ou au contraire, ils peuvent rester à l'intérieur de la cellule et donc exécuter leur fonction. En conclusion, on peut dire que les protéines sont des molécules très importantes dans la vie d'une cellule. Ces protéines, ils ont plusieurs fonctions, on les a vues. Ils vont jouer un rôle très important dans le métabolisme, notamment pour débarrasser les cellules donc, de l'ammoniac, la partie aminée donc, de ces acides aminés, qui est très toxique. On a vu que leur biosynthèse était directement liée aux gènes des cellules. Donc ici se pose le problème de mutation, donc de maladies héréditaires, comme le diabète, etc. On a parlé aussi des hormones peptidiques, qui sont très importantes et qui vont avoir des actions de régulation et de contrôle donc, des voies métaboliques au niveau des cellules. On a parlé aussi des glycoprotéines, comment ils étaient formés et comment on a fixé cette partie glucidique sur la protéine. Et comme exemple, vous avez les glycoprotéines, donc les anticorps, dans le système immunitaire. Donc ils ont une structure glycoprotéique, les lipoprotéines aussi, et qui participent dans le transport des graisses au niveau sanguin. Ils ont une structure lipoprotéique. Et n'oubliez pas, bien sûr, la protéolyse et la synthèse protéique, ce sont des phénomènes très bien régulés. Et merci de votre attention.